Alors comme promis, tout de suite dans Réservoir, on va parler de la fin du monde. On va pas parler de la fin du monde avec des experts mayas ou des météorologues paranoïaques, mais on va parler avec des gens de théâtre. Et oui, de l'Artus, qui plus est, une association qu'on commence déjà à connaître pas mal à Radio Arc-en-Ciel, puisqu'en effet, du 19 au 23 février prochain, dans la salle du Cube Noir, du Krebs à Strasbourg-Königshofen, aura lieu la représentation du prochain spectacle de l'Artus, le premier de la saison, Étreignez les étoiles de Lillian Lloyd, mis en scène par Louise Hurier. Alors avant d'en parler plus en détail, je vous propose d'écouter le teaser audio de cette pièce et on en reparle juste après. Ça a commencé au loin. Ils se sont tous arrêtés pour regarder là-bas, comme par instinct. Ce n'était pas un coucher de soleil, mais son crépuscule. En 2 secondes, plus rien ne serait comme avant. Là où nous contemplions les étoiles, il ne reste que des cendres. Étreignez les étoiles de Lillian Lloyd, une pièce de l'Artus mise en scène par Louise Hurier au Théâtre du Cube Noir du 19 au 23 février. Infos et réservations sur www.artusasso.fr. C'est donc, vous l'avez compris, le teaser de cette pièce qui s'annonce plutôt étrange, Étreignez les étoiles. Alors avec nous, pour en parler, Louise Hurier, metteur en scène, ainsi que Cécile Mourier, comédienne, Marielle Agboton, créatrice lumière, et Théo Schmitt, chargé de communication à l'Artus, pour nous parler donc de ce spectacle. Bonjour à vous 4. Bonjour. Bonjour. Alors on a compris que c'est une pièce qui parlait de la fin du monde, mais exactement ça parle de quoi cette pièce ? Alors, cette pièce, en fait, commence dans un abri anti-atomique. Et on a 4 personnages, 4 amis, un couple, qui sont bloqués dans ce bunker depuis plusieurs jours. Et la pièce commence parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus aucun bombardement au-dessus de leur tête. Et ils se demandent si ça ne serait pas fini. Donc la pièce commence comme ça, et la question qui va se poser va être, est-ce qu'il faut sortir ou pas ? Et il y en a un qui est blessé gravement, donc la question est plutôt urgente. Et parallèlement à ce questionnement, ils sont plus ou moins manipulés par leur conscience qui vient leur parler à l'oreille, leur dire voilà, tu sais que tu vas mourir, voilà, arrête de faire bonne mine et lâche un peu les armes, quoi. Alors c'est une pièce de Lillian Lloyd, on l'a dit, alors c'est un auteur qui n'est pas encore très connu. Comment tu as découvert, toi, cette pièce, cet auteur ? Alors, cette pièce, je l'ai connue parce que j'ai d'abord connu l'auteur plus ou moins personnellement, et puis un jour il m'a envoyé cette pièce, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque, et il me l'envoie, elle n'a pas été publiée, et je l'ai trouvée magnifique, j'ai pleuré à la fin de la lecture, et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de monter une pièce, ça sera celle-là. Et donc quand j'ai connu l'Artus et la possibilité de mettre en scène, j'ai sauté sur l'occasion. Quand c'est un projet que tu as déjà dans la tête depuis un petit bout de temps. Et ça se passe comment ? Tu disais qu'il y avait un personnage de la conscience qui parle aux acteurs. Comment ça se représente, ça, dans une pièce, la conscience des personnages ? Alors, c'est un personnage qui est vraiment réel. Donc, elle s'appelle Personne. Elle vient de nulle part. Et en fait, elle est vraiment réelle. Elle est jouée par une vraie comédienne. Il y a des gens qui m'avaient demandé si c'était une voix off, si c'était... Donc, non, elle est réelle. Par contre, quand elle apparaît... comme c'est une représentation mentale, on a beaucoup joué sur les lumières, la musique. Il y a des sons qui ont été créés par Susan Micha, qui sont vraiment faits exprès pour créer une espèce d'ambiance. Une atmosphère. Et donc c'est combien de comédiens cette pièce ? Il y a 5 comédiens. 5 comédiens ? Ouais. Dont un rôle, c'est la conscience. C'est la conscience. Et ça s'est passé comment, le casting ? Tu avais déjà des idées de comédiens avec lesquels tu avais envie de jouer, ou c'était vraiment des auditions ouvertes ? Alors, les auditions sont ouvertes à tous. Donc, bien sûr, j'ai fait passer des auditions. Après, par sécurité, j'avais quand même en réserve des comédiens avec lesquels j'avais déjà travaillé ou avec lesquels j'avais envie de travailler. Et donc, effectivement, je pense que les auditions que j'ai fait passer m'ont confirmé que le premier choix que j'avais fait était le bon. D'accord. Et Cécile, tu joues qui dans cette pièce, du coup ? Mais justement, cette conscience. Cette conscience, oui. D'accord. Ça se passe comment de jouer la conscience ? Ça se passe bien. Ça se passe pour bien. l'instant. Elle va bien, la conscience ? Elle va très bien, elle se porte bien. Pour l'instant, on est toujours en travail. Les répétitions ne sont pas terminées. Donc, il y a toujours de la recherche sur un certain comportement qu'il faudrait adopter, comment être, comment essayer de représenter ce qu'on est. Et qui plus est, quand on parle de conscience, c'est assez abstrait, assez flou. Et donc, mais le travail se passe bien en tout cas. Et c'est combien de répétitions par semaine pour préparer un spectacle comme ça ? On répète 2 fois par semaine. D'accord, depuis ? Depuis, on a commencé
On a répété de septembre à décembre un soir par semaine, et à partir de janvier, on a répété 2 soirs par semaine. Et puis de temps en temps, là, dans 2 semaines, on répète un week-end. Et c'est pas trop court pour jouer justement en février? Alors, ce qui a été une très bonne surprise, c'est que les comédiens ont très rapidement compris l'enjeu et la façon dont il fallait interpréter ces personnages. Par exemple, Cécile, qui a rapidement compris l'attitude qu'elle devait avoir en tant que conscience. Tout s'est très bien passé, en fait. Les textes ont été appris rapidement, la compréhension a été rapide, l'équipe technique a super bien bossé derrière. Donc, effectivement, on a toujours tendance à dire « Ah, avec une semaine de plus, ça aurait été mieux ». Mais non, on sera prêt et le travail a été super, quoi. D'accord, on va parler de la technique, justement, enfin, même si ça reste quand même assez artistique. Marielle, toi, tu viens plutôt de la scénographie à la base, et là, tu t'occupes de la lumière. Comment ça se fait que tu as choisi d'occuper plus de la lumière, de la scénographie? On t'a proposé? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, à l'Artus, il y a des ateliers qui sont proposés, on va dire, de formation lumière, qui sont sur 2 ans. La première année, on est initié à la régie. Et la seconde année, on nous propose de faire une création lumière. Donc moi, j'avais envie de travailler sur le spectacle de Louise, Étreigner les étoiles. Du coup, là, je travaille avec Camille Audouard, qui fait en collaboration avec moi la création lumière. Du coup, voilà. Bon, après, le fait de faire de la scéno, c'est clair, ça permet d'avoir aussi un regard autre sur ce qu'on a envie de proposer. On avait envie que les lumières soient très présentes et que ce soit pas forcément un éclairage théâtral au sens où on l'entend habituellement. On a vraiment envie que les éclairages soient assez présents et qu'ils reflètent la sensation d'enfermement qu'il y a dans la pièce. Donc du coup, on a misé sur un éclairage qu'on peut retrouver dans ce genre d'abri, donc qui sont des éclairages, on va dire, autonomes ou assez bas pour pouvoir représenter la sensation d'enfermement. Voilà. Et donc du coup, on a pas mal travaillé aussi forcément avec la lumière, vu que la lumière est des fois aussi intégrée dans le décor. On a pas mal travaillé avec Gladys et Christophe, qui sont les scénographes. Voilà. Et ça se passe comment d'imaginer comme ça la lumière? C'est plus vous, les créateurs lumière, qui venez proposer quelque chose, ou c'est la metteur en scène, Louise en l'occurrence, qui vient dire ce qu'elle a envie, et puis vous vous adaptez? Ou c'est les deux, peut-être? Je pense que c'est les deux. Je pense que Louise, elle avait une idée de ce qu'elle avait envie de faire ressentir aux spectateurs. Et après, avec Camille, nous, on a fait le choix vraiment de proposer certains types d'éclairage pour la pièce. Et en tant que scénographe de formation, t'as pas parfois envie de participer ou de donner ton avis sur la scénographie, la construction scénographique? Je pense que j'ai donné mon avis, qui a été pris en compte certaines fois ou non. Et oui, enfin, je sais pas si... En fait, dans notre façon de travailler, j'ai une équipe de scénographes, une équipe de création de lumière et une équipe de création son. Mais on travaille tout le temps ensemble, en fait. Quand on fait des réunions, on les fait ensemble. Et tout le monde donne son avis, parce que Christophe, il fait aussi un peu de la... Tout le monde connaît un petit peu les choses. Susan, qui fait le son, à la base, elle est aussi régisseuse de lumière. Et par exemple, Marielle, qui à la base s'occupe de la lumière, a trouvé la solution pour le décor qu'on cherchait, des panneaux en plastique. Enfin, bref, je n'en dis pas plus. Ouais. Mais non, il y a vraiment une discussion. Enfin, Marielle, j'ai trouvé ça super qu'elle ait aussi des connaissances de scénographie et qu'on discute tous ensemble, quoi. Ça, c'est une équipe qui marche. Ouais. Fantastique. Ouais. Alors, la fin du monde, c'est un thème qui est très présent au cinéma, c'est même donné le nom d'un genre, le film catastrophe. Mais en même temps, c'est assez rare de voir des pièces qui parlent de ce genre de sujet, des pièces catastrophes, même si ta pièce, on l'a dit, ça parle pas directement de la catastrophe, mais plus de la vie de personnes qui essayent de s'en protéger. Comment ça se passe justement de représenter cette guerre, cette fin du monde? On ne sait pas exactement ce que c'est sur scène. Alors, quand j'ai parlé de la pièce la première fois à des amis, ils m'ont tous dit « Ah ouais, c'est la mode, une pièce sur la fin du monde ». Et en fait, dans ce spectacle, on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. À aucun moment, même les personnages eux-mêmes ne sont pas vraiment sûrs. Il y a eu une explosion, ils sont cachés dans un bunker, et à aucun moment on parle de ce que dehors, ça existe encore, est-ce que c'est nucléaire, est-ce que c'est... Donc voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans cette pièce, c'est de voir comment est-ce que des gens vont réagir face à un enfermement, mais... Je dirais pas vraiment que c'est une pièce sur la fin du monde, parce que c'est pas vraiment la fin du monde. Enfin, c'est pas comme dans 2012 ou ce genre de choses. Ouais. C'est plutôt la pièce sur la fin de leur monde à eux. Voilà.
D'accord, mais en même temps, enfin, j'ai lu ça, le dossier de presse, il y avait un travail sur le son, sur le bruit d'explosion, etc. Ça s'est fait comment, du coup, ce travail sur le son? Alors, ce travail sur le son, c'est Suzon, hein. Moi, à toutes les équipes, j'ai dit, voilà, je veux ça à peu près. Après, je vous laisse carte blanche. Et Suzon, je lui ai dit, bah, il faut des bruits d'explosion. Elle m'en a envoyé. Je lui ai dit que ça allait pas parce qu'ils étaient trop présents et que je voulais que les sons soient plus sourds. Donc, à chaque fois, voilà, je donne des petites indications, mais c'est des bombardements, quoi. D'accord, c'est des bombardements. Pour moi, c'est déjà Des un indice sur bombardements ce qui se avec, passe derrière. oui, dehors. bah, il y aura des bombardements. Ouais, super. Et oui. Et donc ça se passe dans un bunker. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on reconstitue comme ça cette ambiance de bunker? Est-ce que c'est vraiment... on voit tout de suite la scène, on se dit, bah, on est dans un bunker, c'est traité de manière comme ça réaliste ou naturaliste ou pas forcément? Alors, avec l'équipe de la scénographie, je leur ai dit d'entrée de jeu, je ne veux pas qu'on ait l'impression d'être au théâtre, je veux qu'il y ait une espèce de je voudrais qu'il y ait une impression d'immersion. Débrouillez-vous avec ça. Et puis, ils m'ont proposé, en fait, de garder un plateau complètement nu. Il n'y a aucun pendrillon, il n'y a aucune coulisse. Donc, on a travaillé vraiment sur un espace nu qui recrée physiquement l'impression de bunker. Et pour mettre le spectateur plus rapidement aussi dans cette ambiance, on va faire une espèce de mise en situation pendant l'installation publique. Mais je n'en dis pas plus. Oh, ça donne envie. Ça donne envie. Alors, l'histoire de la pièce, moi, ça m'a fait aussi pas mal penser à Take Shelter, le film de Jeff Nichols, qui avait fait sensation il y a quelques années, 3 ans, quand il était sorti. C'est une référence qui est assumée ou c'est juste moi qui fabule? Alors moi, la pièce a été écrite bien avant la réalisation du D'accord. film Take Shelter. Hein. Mais en tant que la mise en scène, non? Au niveau de la mise en scène, non, parce que moi, ce que j'aime, enfin, dans Take Shelter, certes, il construit un bunker, mais c'est de la paranoïa au départ. Après, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé aussi par rapport à la pièce, est-ce qu'ils sont vraiment dans un bunker ou en fait, est-ce qu'ils s'imaginent être dans un bunker? Enfin, est-ce qu'ils sont dans un espace mental? Donc effectivement, oui, quand j'ai vu Take Shelter, ça m'a fait sourire parce qu'il y a effectivement un rappel. Il y a ça, oui. Après, esthétiquement, c'est ça, un bunker, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui a été creusé sous la terre avec des lits en métal. Il y a très peu d'éléments. Voilà, c'est des étagères, des malles, des lits, des conserves et c'est tout. Mais concrètement, quand tu travailles, quand tu as envie de faire cette mise en scène, tu as des références comme ça qui te viennent à l'esprit, des choses auxquelles voilà, tu as envie un peu de t'apparenter ou de t'inspirer? Franchement, pas vraiment. Bon, il y a le film Panic Room où elle se retrouve enfermée aussi dans un abri anti-atomique face à un cambriolage, mais j'ai pas regardé de film ou quoi pour m'inspirer. C'est plus... j'avais pas envie, en fait, je pense, d'avoir trop d'images en tête. Je préférais que ça naisse d'une réflexion commune avec l'équipe technique. D'accord. Alors on parle cinéma. Lillian Lloyd, à la base, il est scénariste, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il a travaillé pour le cinéma en tant que scénariste. Il a participé à des scénarios de films. Je me trompe peut-être, je sais pas, tu me regardes. Alors je connais pas par cœur sa biographie professionnelle. Je sais qu'il a réalisé et écrit pas mal de courts-métrages qui ont été récompensés à pas mal de festivals en fait. Festival, hein. Festival. Ah, il y a un débat des fois. Voilà, Festival. c'était mon heure de gloire. Non, après, je sais qu'il écrit beaucoup. Je crois qu'il a fait une fac à Nanterre de cinéma, quelque chose comme ça. Mais oui, mais on ressent cette influence du cinéma dans cette pièce ou dans l'écriture? Bah, surtout dans l'écriture, en fait. Elle est très naturaliste. C'est pas écrit comme du théâtre classique. C'est vraiment des dialogues qui sont très, très simples, en fait. Enfin, Cécile, peut-être que tu peux, toi, donner ton avis. Mais... Oui, c'est très... À la fois, c'est très, très naturaliste, comme l'a dit Louise, mais il mêle très bien, je trouve, une certaine forme de poésie qui se mêle au jeu. Et c'est-à-dire qu'après, les phrases deviennent... c'est très imagé en même temps, ce qu'il nous met dans la bouche, si j'ose le dire. Et... ça mêle pas mal de choses et je trouve qu'après ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur comment dire ces choses-là sans que ça paraisse récité vu que c'est très écrit et c'est très poétique. Et donc, c'est un travail d'acteur qui est proche de celui qu'on peut faire alors au cinéma. Pas forcément encore. En fait, il y a deux types d'écriture. Il y a donc des écritures de dialogue où là c'est les personnages qui parlent entre eux.
Et il y a le personnage de personne qui se détache du coup de ces personnages-là par son langage. Personne qui est la conscience, alors. Qui est la conscience, oui, pardon. Donc la conscience, elle a un langage qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus écrit, plus imagé, avec beaucoup de métaphores. Par contre, les passages qui sont dialogués par les personnages qui sont, on va dire, normaux, c'est très naturel, quoi. C'est comme nous, comme on parle, nous, en ce moment. Donc oui, il y a cet aspect, cette pièce pourrait parfaitement se prêter à une réalisation cinématographique. C'est vrai que c'est un débat qu'on entend souvent, le rapport entre cinéma et théâtre, comment est-ce que les deux doivent soit travailler ensemble, soit se détacher l'un de l'autre. Est-ce que tu penses ou vous pensez que c'est une manière aussi que le théâtre peut s'inspirer d'une certaine manière de l'écriture cinématographique en termes de dialogue notamment? Alors, je ne sais pas s'il faut faire un lien. Je pense qu'il y a des pièces qui se prêteraient parfaitement au cinéma et des films qui se prêteraient à 12 hommes en colère. Hein, c'est beaucoup monté au théâtre aussi. À la base, c'est un film. Donc, il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire un parallèle entre les deux et à mettre en scène des films, Reservoir Dogs, hein, par exemple, qui a été monté à l'Artus. Après, oui, Étreigner les étoiles, cette pièce pourrait parfaitement se prêter à un court-métrage ou à un long-métrage, parce que c'est un huis clos, parce qu'il y a une impression d'enfermement. Parce que c'est un huis clos, c'est plutôt quelque chose pour définir en général le théâtre plus que le cinéma. Ouais, mais justement, je pense que ça pourrait être intéressant de le monter en film, justement, de créer un huis clos au cinéma. L'aspect, on va dire, cinématographique là, qu'on peut insuffler, on va dire, dans la pièce, c'est aussi le rapport au spectateur. Si on l'emmène avec nous dès le début, souvent dans le cinéma, on est assez pris, emporté avec le protagoniste dans l'histoire, dans sa tête, grâce au plan subjectif, etc. Là, je pense que cette caractéristique, on peut réussir à la transmettre en proposant au public d'être dans le même espace que les comédiens, par le subterfuge que Louise C'est le grand secret. Énoncé tout à l'heure. Non plus, vous attendez pas. Non, mais c'est vrai que c'est un autre rapport aussi par rapport à ce qui est en général proposé au théâtre, qui est un rapport assez frontal, où on rentre, il y a une lumière publique, on sait qu'on est dans une salle de théâtre, les lumières s'éteignent, le spectacle commence. Ça aussi, ça crée des fois une barrière qu'on n'a pas au cinéma parce qu'on est avec les protagonistes, on va dans les moindres recoins avec eux. Et là, je pense que ça, on a essayé de l'exploiter et c'est ce qui fait, on va dire, le rapport qui peut se rapprocher d'un rapport cinématographique. Donc là, on n'entre pas dans une salle de spectacle, mais dans un bunker, alors si j'ai bien compris. En quelque sorte, oui. C'est une belle expérience en perspective. Ramenez vos sacs de couchage et Voilà, vos boîtes de conserve. plusieurs jours. Alors, il y a une rencontre qui est organisée avec l'auteur. Est-ce que peut-être pour un peu nous en parler, ça aura lieu quand? Ce sera quoi exactement et ce sera où? Peut-être que Théo fait des signes, je pense qu'il va en parler. Comme ça, je fais vite pour quelque chose. Donc oui, effectivement, on organise en partenariat avec la bibliothèque U2-U3, qui est sur le campus Esplanade. On organise une rencontre avec l'auteur Lilian Lloyd le vendredi 21 février à 16h. Donc il n'y a pas de réservation pour cet événement-là. Donc, entrée libre. Voilà, entrée libre. Et donc, au cours de cette rencontre, on va aborder différents thèmes. On verra aussi un peu en fonction du public présent ce qu'ils voudront, ce sur quoi ils voudront discuter avec l'auteur. Mais en tout cas, on a déjà quelques points comme déjà son histoire, son expérience, vu qu'il a... Oui, parce qu'on rappelle, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un peu sa biographie rapidement ou ses actualités déjà, au niveau de son histoire, on va dire que c'est une histoire un peu... C'est pas banale, quoi. Vu que son premier contact avec l'écriture, c'est parce que... alors, Louise, tu pourras peut-être donner plus d'informations. Quand il était jeune, en fait, il a perdu la mémoire. Il se souvenait plus de ses journées jour après jour, donc il a commencé à les écrire. Et c'est comme ça qu'il a commencé l'écriture. Et puis aussi, par rapport à la rencontre, ce ne sera pas une rencontre qui sera que sur le spectacle, parce que ce serait un peu dommage. Parce que Lilian, il est auteur, metteur en scène, compositeur, scénariste, il fait beaucoup de choses, il est acteur. Mais il a aussi fait des interventions dans des prisons avec des détenus. Il a écrit une pièce après qui s'appelle 1 gramme de lumière, si je ne dis pas de bêtises. Donc il a une expérience, je pense, qui est hyper intéressante, parce qu'il travaille sur différentes choses. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de venir à cette rencontre et d'avoir son... Lilian Lloyd, c'est son vrai nom ou c'est un nom d'emprunt? Non, c'est un nom d'emprunt qui est en hommage. En fait, Lilian, c'est son vrai prénom. Lloyd, c'est par rapport à Lloyd Cole, le chanteur, et Harold Lloyd, l'acteur de film
de film. Voilà. D'accord, merci. Un acteur de film, comme beaucoup d'acteurs. Non, mais Harold Lloyd, Chaplin, tout ça, Buster Keaton dans ce film muet. Film muet. Merci Cécile, tu pouvais le dire plus tôt. Hein. Voilà, et puis je pense aussi qu'on pourra aborder justement le thème du rapport cinéma-théâtre. Oui, tout à fait. Et donc c'est une rencontre qui est organisée comment? C'est plus en forme de masterclass ou c'est vraiment un échange avec... Non, c'est vraiment un échange avec le public. Et donc, rappelle-nous, ça a lieu à la bibliothèque U2, U3. U2, U3. Sur le campus, l'adresse exacte, c'est 4 rue Descartes. Voilà, donc on organise ça en collaboration avec l'équipe de la bibliothèque. D'accord. Et dans la foulée, après, on peut aller voir le spectacle. On peut aller voir le spectacle. On peut prendre un bus tous ensemble et on y va. On peut aller à la représentation à 20h30 le soir. Et d'ailleurs, Lilian Lloyd sera aussi présent pour la représentation donc, du vendredi soir. D'accord, il fera des bords de plateau, comme on dit. Il fera un bord de plateau, oui, d'accord. ce soir-là. Des échanges. Donc, pour les gens qui n'auront pas pu venir à la rencontre, ceux qui sont deux, ils l'auront 2 fois. Là. Voilà. Ou alors ils pourront boire un coup à la buvette. Boire un coup à la buvette, ouais. En attendant. On l'a dit, c'est une pièce donc, de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg. On commence un peu à connaître à la radio. On en a parlé pas mal de fois, mais pour nos auditeurs qui ne s'en souviendraient pas, peut-être un peu nous rappeler ce que c'est, Théo, l'Artus. Oui, qu'est-ce que je vais faire l'histoire de l'association et ses objectifs. L'Artus, c'est le théâtre universitaire de Strasbourg, une association étudiante cinquantenaire, enfin même un peu plus maintenant vu qu'on est en 2014. Voilà, donc qui propose et qui permet aux étudiants de créer des spectacles, de participer à des ateliers de formation, donc un atelier lumière, un atelier maquillage, un atelier jeu, qui sont animés par des intervenants professionnels. Et on organise aussi des petits événements en périphérie de cela, comme justement des rencontres. Avec de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Là, récemment, on avait organisé une rencontre avec Larry Kay, producteur de théâtre, de spectacle à Broadway. Voilà. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, oui. Ça marche, mais on suivra ça de près. C'est ta première pièce à l'Artus, Louise ? Non, j'ai été assistante sur La descente d'Orphée, mise en scène par David Georges Picard, et sur Reservoir Dogs. Et comment vous avez connu l'Artus, du coup ? Comment vous êtes rentré dans cette association ? Alors, moi, j'ai dû y rentrer il y a 3 ans. J'avais fait de l'assistanat à la mise en scène auprès de Daniel Decelle pour le projet Laramie. Et après, en fait, j'ai pris connaissance des ateliers lumière et j'avais envie de suivre une petite formation avec Christian Peukert, du coup, qui forme des gens qui sont intéressés pour apprendre à faire des éclairages lumière. Voilà. Et moi, j'avais commencé à l'Artus avec Daniel Decelle également, mais il y a 2 ans, sur La Colonie, où j'étais comédienne dans son projet. Et donc là, c'est mon 2e projet à l'Artus. Des projets pour la suite, Louise peut-être, on est pour l'instant encore sur Étreigner les étoiles, mais déjà des projets pour la saison prochaine, de l'Artus ou en dehors même. Oui, avec Cécile entre autres, on fait partie d'une compagnie qui s'appelle Tromadaire et on a joué au mois de décembre au TAPS, Scala dans la catégorie des coups de pouce. Donc là, on est en train de... On en avait parlé sur Radio Arc-en-Ciel aussi. J'avais pas été invitée. Et si, tu étais là. On avait fait un reportage, c'était pas dans le Réservoir. Reportage, oui. Et donc, on est en train de réfléchir à la prochaine création. Et puis, je remonte une nouvelle pièce à l'Artus l'an prochain, qui parlera cette fois-ci du jeu vidéo. D'accord. Mais on n'en dit pas plus. On laisse le suspense, pas faire comme Quentin Tarantino, on va rien laisser fuiter. Alors, le dossier de presse, il se clôt sur une très belle phrase qui fait écho au titre du spectacle. Là où nous contemplions les étoiles, il ne reste que des cendres. Phrase qu'on a entendue d'ailleurs aussi dans le teaser. Merci Louise Hurier, Marielle Agboton, Cécile Mourier d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Et Théo Schmitt aussi, tiens, que j'ai oublié. Voilà. Pas de problème. Alors on rappelle Qu'Étreigner les étoiles de Lilian Lloyd, mis en scène donc par Louise Hurier. Un spectacle vraiment très surprenant, hein, on l'a compris, à ne pas rater. C'est du 19 au 23 février 2014 à 20h30, sauf le dimanche à 17h, dans la salle du Cube Noir, au Krebs, à Strasbourg, Königshofen. Oui. Je tiens juste à préciser pour les gens qui ont peur du théâtre que la pièce dure 1h10. Ça va. 1h10, ça va. C'est pas interminable. Voilà. Il ne faut pas avoir peur du théâtre
non plus. Non, mais des fois, les gens disent le cube noir, faut rentrer après. Mais c'est vrai que c'est loin le cube noir, ça c'est un problème loin, mais aussi. Ouais. j'ai fait une pièce courte. Il y a des bus. Comment est-ce qu'on y accède? Alors, comment y accéder? Votre conseiller CTS. Alors, le tram B ou F, descendre à l'arrêt Montagne Verte. Ça et marche. Ensuite, on peut prendre le bus 2, 13 ou 15 et descendre à l'arrêt Nid de Cigogne. Ou alors prendre le bus 50, arrêt Schnogeloch. Ça marche. Ou y aller en vélo. Ou y aller en vélo. Ou à pied. Ou avec des amis. En voiture. Alors, pas d'excuses. Voilà, pas d'excuses, il y a vraiment des moyens d'y aller. En plus, c'est pas loin de la radio. Donc, si vous passez à la radio, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, vous pouvez toujours éventuellement passer au Cube Noir. Alors, on retrouve toutes ces infos sur le site de l'Artus, www.artusasso.fr. Oui. Je ne me trompe pas. Voilà. Pour réserver, on fait comment? Alors pour réserver, soit aller sur le site pour voir comment réserver, ou alors merci. Merci. Ou alors directement appeler le 06 85 63 42 07 ou écrire un petit mail à resa@artusasso.fr. Mentionner nom et prénom, nombre de places, numéro de téléphone, le spectacle et la date de réservation. Si vous venez sans réserver, c'est pas grave. On prend note. Voilà. Merci à vous.